Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui, on avait déjà vu la pollution liée à la lithosphère et à l'hydrosphère. On passe maintenant à l'atmosphère, donc la pollution de l'air. Donc, au niveau de nos sources pour la pollution de l'atmosphère, on a modifié un peu nos catégories. Donc, dans le domestique et transport, je vais inclure tout ce qui est livraison à domicile, mais aussi tout ce qui est aussi nos déplacements de notre vie quotidienne. Donc, qui vont évidemment émettre une certaine quantité de pollution. Dans le domestique aussi, on peut parler du chauffage qui va aussi émettre certains contaminants. Donc, au niveau des agents responsables, on va parler évidemment du dioxyde de carbone qui est lié beaucoup au transport, mais aussi à la combustion de gaz naturel pour notre chauffage et la combustion du bois aussi pour notre chauffage. Au niveau des particules fines en suspension, ici, on va principalement parler du chauffage au bois et des feux de foyer, donc qui vont émettre des particules fines en suspension dans l'air. Et finalement, on peut parler des CFC. Les CFC qui sont des gaz qui vont entre autres contribuer à la détérioration de la couche d'ozone. Au niveau du secteur agricole, eh bien évidemment, c'est l'usage de la machinerie qui va brûler des produits pétroliers, principalement de l'essence. Donc à ce moment-là, on va parler de la production de dioxyde de carbone, mais on peut aussi parler de la décomposition de la matière organique. On parle du fumier ici, par exemple, donc qui vont émettre encore une fois du CO2 et du CH4. Et on peut aussi parler de tout ce qui concerne la méthanisation, en fait, les flatulences du bœuf d'élevage, entre autres, mais des animaux d'élevage. Donc, ils vont produire du CH4, du méthane, qui est un gaz qui contribue aussi à l'effet de serre, encore plus que le CO2. Au niveau de l'industrie et transport, j'ai remis le transport ici parce qu'il faut comprendre que, oui, au niveau de la livraison à domicile, on peut le rentrer dans le domestique, mais nos biens et services vont habituellement voyager beaucoup avant d'arriver à notre domicile. Je m'explique. Au niveau des composantes électroniques, par exemple, on va avoir différents modules qui vont être produits dans différents pays et qui vont être assemblés dans un autre pays. Donc, on va avoir beaucoup de transports liés non seulement à la matière première, mais aux différentes composantes. Donc ici, on a tout ce qui concerne le CO2 en lien avec le transport. On peut avoir aussi des particules fines en suspension, même si je ne l'ai pas indiqué. En fait, il y a différentes lois qui protègent l'environnement par rapport aux particules fines, mais on a quand même des particules fines qui vont être émises par le milieu industriel. On a de la production d'ozone aussi, et là, il faut comprendre que l'ozone, en haute atmosphère, elle nous est utile. La couche d'ozone est une très grande nécessité. Mais en basse atmosphère, lorsqu'elle est émise par les industries, à ce moment-là, elle est plus nuisible que d'autres choses. Donc, on va le rentrer également dans les agents responsables. Ensuite, on a tout ce qui concerne les NOx, SO2 et compagnie, qui vont contribuer entre autres aux pluies acides, qui sont émis par les industries, et les industries vont également produire des CFC. Au niveau des conséquences, évidemment, le dioxyde de carbone va être un gaz qui va contribuer à l'effet de serre, tout comme le CH4, comme j'en ai parlé plus tôt plutôt. Donc, ça va contribuer en fait au réchauffement climatique. Au niveau des particules fines en suspension, ils vont se déposer au sol via les pluies, donc ça peut potentiellement contaminer les sols et ça va aussi contribuer au smog. Au niveau des NOx et SO2, à ce moment-là, ce sont des gaz qui vont produire en haute atmosphère, en réagissant avec l'eau, des pluies acides, et donc ça va contribuer à l'acidification des pluies. En ce qui concerne autant les poussières que la pluie acide, ça contribue à la contamination des sols et des eaux, comme on l'a vu dans les deux capsules précédentes, et donc ça va avoir un impact sur la vie, en fait, qui est liée à ces sols-là et à ces eaux-là. J'en ai parlé brièvement, là j'en parle un petit peu plus. Donc tout ce qui est l'ozone et tout ce qui est les particules fines en suspension contribuent au smog, dont je vais parler un petit peu plus tard dans cette vidéo, qui va avoir évidemment un effet sur la vie. Et au niveau du CFC, eh bien j'en ai parlé aussi, c'est un gaz qui contribue à l'amincissement de la couche d'ozone.
Si on passe maintenant au type de contaminant, eh bien, au niveau des contaminants organiques, je vais avoir le CO2 et le CH4 principalement liés au transport, mais aussi à la combustion de combustibles fossiles, au centre d'enfouissement des déchets. En fait, c'est plutôt à la décomposition qui a lieu à l'intérieur des centres d'enfouissement et aussi dans le secteur agricole. Donc, j'en ai parlé aussi, autant au niveau de la désintégration ou de la décomposition en fait de la matière organique fécale des animaux, mais aussi au niveau de la production bovine, entre autres, quand on parle de leur flatulence, donc pardonnez-moi l'expression, mais des pets de vache. Au niveau des déchets inorganiques, on va parler encore une fois des métaux lourds. Les métaux lourds vont être émis entre autres dans ces fameuses poussières en suspension quand on parle du milieu plus particulièrement industriel. C'est rare qu'on va émettre du mercure en milieu domestique. On va parler aussi des différents gaz qui contribuent à nos pluies acides, donc SO2, NOx, de l'ozone, du CFC et des poussières. Elles sont émises par les secteurs industriels, par les transports, le raffinage du pétrole, les secteurs miniers et aussi les chauffages et centrales thermiques. Au niveau de la poussière radioactive, donc des déchets radioactifs, elles vont être émises par le secteur minier en très grande partie, parfois par les centrales nucléaires, surtout quand il va y avoir des incidents nucléaires. Donc, autant au niveau des centrales, comme ça a été le cas à Tchernobyl, donc une explosion d'une centrale, mais aussi au niveau des bombes qui peuvent exploser, comme ça a été le cas à Nagasaki et à Hiroshima plutôt, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au niveau des conséquences, eh bien, on va avoir évidemment l'acidification des pluies liées à la présence de SO2 et NOx. On va parler de l'amincissement de la couche d'ozone lorsqu'on parle des CFC et on va parler de la contamination, infection des voies respiratoires et mort de différentes espèces causées par les poussières radioactives, les métaux lourds et l'ozone. Évidemment, encore une fois, on parle de l'ozone en basse altitude. Donc, il y a des pratiques qui sont particulièrement dommageables pour l'environnement et particulièrement pour la pollution atmosphérique. Et la première dont je vais parler, c'est la combustion de bois traités et de bois couverts de peinture qui peut avoir un danger au niveau des émissions de gaz potentiellement dangereux pour la santé. Ensuite, on parle de la combustion de matières résiduelles. Donc, on parle de plastique, styromousse dans des foyers extérieurs. Donc là, vous pouvez penser à toutes les émissions que vous auriez pu faire en camping lorsque vous jetez des contenants, des sacs de chips ou des choses comme ça dans le feu. À ce moment-là, il peut y avoir une émission de particules fines et une émission aussi de gaz potentiellement dangereux pour l'environnement. Finalement, on a aussi la combustion de bois dans des poêles à combustion lente avec trop peu d'admission d'air. Donc, en fait, si on ne donne pas assez d'oxygène à notre feu et qu'on limite trop la quantité d'oxygène qui rentre à l'intérieur de notre poêle, eh bien, on va avoir une production de monoxyde de carbone plutôt que de produire du dioxyde de carbone, qui est un gaz potentiellement nocif également, non seulement pour l'environnement, mais aussi précisément pour la santé des gens qui sont à l'intérieur de la maison autour du poêle à combustion lente. Dit que je reviendrai sur le principe du smog. En fait, ici, on va expliquer comment ce système-là fonctionne. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'air froid est plus lourd que l'air chaud. Il a tendance à descendre vers le sol et il va se former à ce moment-là une zone de haute pression au niveau du sol, dans une région donnée. Et cette zone de haute pression-là s'appelle un anticyclone. L'anticyclone n'est pas dangereux en soi, ce qui veut dire que régulièrement, on va vivre à des moments où est-ce qu'on a des anticyclones, et ce moment-là, ben, c'est agréable parce que ça amène du beau temps. Donc, c'est une bonne chose. Par contre, dans un anticyclone, l'air froid est donc rabattu au sol, et avec lui, l'humidité qui s'y trouve. Donc, il n'y aura pas de la formation de nuages et le ciel va être généralement dégagé. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème, c'est le fun en fait. Le problème, c'est quand cet anticyclone-là est présent en zone urbaine. Parce qu'en zone urbaine, on va avoir des contaminants comme des fumées d'usine, des gaz d'échappement de voiture, des poussières en suspension qui vont se retrouver dans l'air, qui, en théorie, devraient s'élever et retomber plus tard avec les précipitations. Sauf que là, avec la pression due à l'anticyclone, eh bien, la fumée ne peut plus s'élever comme elle le faisait à l'origine. Les contaminants et les poussières en suspension ne s'élèvent donc plus et vont rester rabattus au sol.
Les contaminants vont donc s'accumuler et former une espèce de dôme autour des centres urbains. Ce phénomène-là, ça s'appelle le smog. Et ça cause non seulement une perte de visibilité qui est un peu dommage, mais aussi ça va causer des problèmes respiratoires et de l'asthme chez certains individus. On va les retrouver, comme je le disais, plus précisément autour des grands centres urbains comme Montréal ou Québec, mais encore plus dans les mégapoles comme Beijing, Los Angeles ou la ville de New York. Parlons maintenant des problèmes reliés à au CFC et à la désintégration de la couche d'ozone. Donc, dans le fond, l'idée ici, c'est que dans le cycle normal, les rayons UV vont être absorbés par l'ozone. Et sous l'effet des rayons UV, l'ozone va libérer un oxygène libre. Les rayons UV sont absorbés par le dihydrogène, ce qui forme deux oxygènes libres et une molécule de dioxygène se lie à un oxygène libre pour reformer de l'ozone. Le problème, c'est que lorsqu'on a des CFC, on va libérer des atomes de chlore. Et ces chlores libres-là vont venir se rattacher, vont venir arracher en fait un oxygène à l'ozone, puis par la suite, en se rattachant avec un oxygène libre qui avait été émis plus tôt, eh bien, ils vont former du dioxygène. L'idée là-dedans, c'est que en basse atmosphère, on veut avoir de l'oxygène. Donc, on veut avoir du dioxygène et on ne veut pas avoir d'ozone. C'est ce qui est le cycle naturel des choses. Mais en haute atmosphère, c'est le contraire. On veut avoir de l'ozone pour nous protéger des rayons UV, mais on ne veut pas avoir de dioxygène. Et là, évidemment, ce cycle-là cause du dioxygène en haute atmosphère, donc ça nous protège moins au niveau des rayons UV. Si on parle maintenant des pluies acides, le principe, c'est que des usines vont produire différents gaz, comme des SO2 et des NOx, et c'est en réagissant avec l'eau et l'oxygène qui sont présents dans l'atmosphère que je vais avoir une production de HNO2, de HNO3, ce qui consiste en de l'acide nitrique, grosso modo, et je vais avoir de la production au niveau des SO2, ça va être une production de H2SO4 qui est carrément de l'acide sulfurique. Évidemment, les concentrations sont plus basses que l'acide sulfurique qu'on va voir dans les films, par exemple, mais ça reste de l'acide sulfurique. Donc à ce moment-là, ces acides-là vont retomber sous forme de précipitation et donc causer l'acidification non seulement des sols, mais aussi des lacs et aussi causer de la corrosion sur nos voitures. Étudions maintenant comment cette pollution-là va se déplacer à l'intérieur de l'atmosphère et pour ça, il faut comprendre le principe des vents dominants. Donc, près de l'équateur, l'air est plus chaud évidemment et donc va s'élever dans l'atmosphère, ce qui va créer une zone de dépression. Et qui dit dépression dit humidité qui se condense et donc qui va former de fortes pluies. Si vous remarquez bien, au niveau des forêts tropicales, vous allez vous rendre compte que justement autour de cet équateur-là, on va retrouver des zones où est-ce que c'est particulièrement humide et on parle ici des forêts tropicales au niveau de la planète. Maintenant, cet air plus sec-là va retomber, entre guillemets, autour du 30e parallèle. C'est des endroits où est-ce qu'on va trouver des zones de haute pression et donc c'est des endroits où est-ce qu'on va retrouver l'air chaud et sec qui retombe, ce qui va donner place en fait à de grands déserts. Et c'est ce qu'on retrouve au niveau du 30e parallèle, qu'il soit au nord ou au sud, ce seront les grands déserts de la planète. Et ces mouvements de convection, si on veut, à l'intérieur de notre atmosphère, vont donner place à différentes cellules, entre autres les cellules dont on vient de parler, qui sont les cellules de Hadley, qui sont situées entre l'équateur et le 30e parallèle. On va retrouver les cellules de Ferrel, qui sont situées entre le 30e et le 60e parallèle. Eux sont intéressantes parce que ça concerne exactement nos climats, donc ça concerne où est-ce qu'on vit présentement. Et finalement, il va y avoir les cellules polaires qui sont situées au-delà du 60e parallèle.
Les différentes cellules dont on vient de parler et la rotation de la Terre créent des courants de vent importants en haute atmosphère qu'on appelle les courants jets au 30e et 60e parallèle. Ce sont des courants qui sont particulièrement importants au niveau de l'aviation, puisque les avions vont utiliser ces courants jets pour pouvoir, évidemment, consommer moins de carburant pour leur déplacement. Maintenant, voyons comment la rotation de la Terre va avoir un impact sur le sens des vents. Donc, si on lance une balle à Jean, on voit que la trajectoire est rectiligne. Par contre, si on lance la balle à Jean et qu'on fait tourner la table, on va se rendre compte à ce moment-là que la balle dévie vers Benjamin. Et donc, cette déviation-là est directement liée à la rotation de la table. Bien, cet effet-là s'appelle l'effet Coriolis et elle va avoir un gros impact sur le sens des vents partout à travers la planète. Donc, en ce qui nous concerne, les vents dominants, à cause de l'effet Coriolis, vont provenir du sud-ouest et soufflent vers le nord-est. Ce qui veut dire que nos vents dominants proviennent principalement du sud de l'Ontario. L'effet Coriolis a aussi un impact sur les grands mouvements de la Terre, par exemple sur les ouragans. Donc, le sens de rotation des vents dans un ouragan a directement un lien avec l'effet Coriolis. Par contre, ce qui est à petite échelle, comme le tourbillon dans les toilettes, oubliez ça, ça n'a pas d'impact. C'est vraiment la forme des tuyaux qui fait que ça tourne dans un sens ou dans l'autre. Donc, on parle vraiment des choses de grande envergure comme les ouragans. À petite échelle, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent influencer le sens des vents. Et ce, surtout en basse altitude. On peut parler par exemple du relief, de la présence des dentudes d'eau ou même des constructions humaines dans les centres-villes par exemple. Vous allez retrouver en fait sur les cartes de climat différents éléments qui vont vous aider à voir exactement comment se dirigent justement ces fameuses zones de précipitation et donc éventuellement de pouvoir faire des prédictions au niveau du climat. Sur la carte que vous voyez, par exemple, vous voyez qu'il y a des anticyclones, des dépressions, ce qu'on a déjà vu, donc des ondes de dépression qui vont provoquer des pluies, des ondes d'anticyclones qui vont provoquer du beau temps. Vous voyez aussi le sens des vents dans certains cas. Ici, on les a indiqués au niveau de flèches, mais généralement, c'est indiqué avec un symbole qui ressemble un peu à une note de musique, où le nombre de lignes va correspondre à la force des vents. Ensuite, vous voyez un troisième symbole, les lignes bleues avec des triangles correspondent à des fronts froids, alors que les lignes rouges avec des demi-cercles correspondent à un front chaud. C'est ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.